Je fixais l'écran de mon téléphone, lisant le texto de papa pour la 3e fois. Les mots n'avaient pas changé. Tu es morte pour moi. Parle à mon avocat. En dessous, maman avait ajouté son propre message. Nous avons fini de cautionner tes échecs. Ne nous contacte plus. J'étais assise dans mon bureau d'angle au 47e étage de la tour financière Flaubert, dans le centre de Paris. À travers les baies vitrées, je pouvais voir la ville s'étaler en contrebas, le soleil de fin d'après-midi transformant la Seine en or liquide. Mon assistante venait de m'apporter les rapports trimestriels montrant que ma société d'investissement avait réalisé 21,5 millions d'euros de bénéfices. Je répondis par un seul mot. D'accord. Puis je passai un appel qui allait tout changer. En grandissant, j'étais la déception. Mon frère aîné, Marc, était l'enfant prodige, rugby universitaire, diplôme de commerce de HEC Paris, marié à une avocate, 2 enfants parfaits. Ma sœur cadette, Amélie, était la coqueluche créative, diplômée d'une école d'art, propriétaire d'une boutique, compagne de shopping et meilleure amie de maman. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu qui avait gâché ses études universitaires en finance au lieu de rejoindre l'entreprise immobilière familiale. La fille qui avait choisi un travail de bureau ennuyeux plutôt que le mariage et les petits-enfants. Celle qui vivait dans un appartement déprimant au lieu de la banlieue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon travail de bureau ennuyeux avait considérablement évolué au cours des 8 dernières années. J'ai commencé comme analyste junior chez Flaubert Finance juste après l'université. J'étais doué avec les chiffres, vraiment doué. Je pouvais voir des schémas dans les données du marché que d'autres manquaient, prédire les changements avant qu'ils ne se produisent. En 3 ans, je gérais un portefeuille de 46,5 millions d'euros. En 5 ans, j'étais associé avec ma propre division. À la 7e année, j'avais discrètement lancé ma propre filiale, Dubois Capital Management. Nous nous spécialisions dans l'identification de start-up technologiques sous-évaluées et dans la fourniture de capitaux de croissance stratégique. Notre taux de réussite était de 87%, du jamais vu dans le capital risque. J'avais 34 ans et ma fortune personnelle s'élevait à 167 millions d'euros. Ma famille n'en savait rien. Pour eux, j'étais toujours Léa, l'analyste qui brassait des papiers pour les riches. J'avais maintenu cette image intentionnellement car, depuis 6 ans, je menais une stratégie d'investissement très différente. Je maintenais ma famille à flot. Cela a commencé modestement. Papa a appelé il y a 6 ans, la voix tendue par le stress. Léa, le marché immobilier est brutal en ce moment. Ta mère et moi avons du mal avec le prêt immobilier. Juste pour quelques mois, pourrais-tu nous aider avec 1850 euros? J'ai envoyé 2300 euros ce jour-là. Les quelques mois sont devenus permanents. Chaque mois, comme une horloge, je virais 2600 euros pour couvrir leur prêt immobilier. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils n'ont jamais dit merci au-delà de cette première semaine. Puis sont venus les problèmes d'affaires de Marc. Sa concession de voiture de luxe perdait de l'argent, mais il était trop fier pour l'admettre. Quand il a mentionné nonchalamment qu'il pourrait perdre sa maison, j'ai discrètement remboursé son prêt immobilier de 167 000 euros. J'ai demandé à mon avocat de structurer cela comme un programme de bienfaiteur anonyme par le biais d'une société écran. La boutique d'Amélie était en faillite avant même d'ouvrir. Elle avait besoin de 70 000 euros pour les stocks et le loyer. Je les ai fournis sous forme de subvention pour petite entreprise d'une fondation fictive. Elle a cru qu'elle avait gagné à une sorte de loterie. En 6 ans, j'avais fourni, paiement mensuel du prêt immobilier, 2600 euros x 72 mois égale 187 200 euros charges pour mes parents, 370 euros x 72 mois égale 26 640 euros remboursement du prêt de Marc, 167 000 euros financement de l'entreprise d'Amélie, 70 000 euros paiement du leasing de la voiture de papa, 790 euros x 72 mois égale 56 880 euros, prêt, d'urgence jamais remboursé, 35 700 euros frais médicaux de maman, 21 500 euros total, 564 920 euros. Je gardais des archives méticuleuses, chaque virement, chaque confirmation de paiement, chaque texto me remerciant pour une aide temporaire. Ils pensaient que je joignais à peine les deux bouts. Je les ai laissés le penser car chaque dîner de famille me donnait plus de données. Chaque commentaire dédaigneux me montrait qui ils étaient vraiment. Chaque fois qu'ils se vantaient du succès de Marc ou de l'indépendance d'Amélie pendant que je restais assise en silence, j'observais, j'attendais. Il y a 3 mois, les choses ont commencé à changer. Marc m'a appelé pour la première fois en un an. Salut Léa, écoute.
Amélie et moi discutions. Nous sommes inquiets pour la planification de la retraite de maman et papa. Nous pensons qu'ils ont besoin de meilleurs conseils financiers. D'accord, dis-je prudemment. Quel genre de conseils? Eh bien, tu travailles dans la finance, n'est-ce pas? Peut-être que tu pourrais examiner leur portefeuille, leur donner quelques conseils de base. Ils ont fait des investissements risqués ces derniers temps. J'ai failli rire. Leur portefeuille était le chèque de soutien mensuel que je leur envoyais. Je peux y jeter un œil, dis-je. Super. Et, fais simple, d'accord? Pas de jargon financier compliqué. Tu sais comment est papa. La condescendance était si désinvolte qu'il ne s'en rendait même pas compte. 2 semaines plus tard, j'étais au dîner du dimanche. Nous étions tous réunis chez mes parents, la maison que je payais. Marc parlait du trimestre record de sa concession. Amélie montrait des photos de l'expansion de sa boutique. Mes parents rayonnaient. Léa, ma chérie, dit maman, me remarquant enfin. Comment va le travail? Toujours à faire tes analyses. Ça va bien, dis-je. C'est bien. Elle se tourna de nouveau vers Amélie. Alors, à propos de ta ligne de mode d'automne. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. En chemin, je suis passé devant le bureau de papa. La porte était ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et je me suis figé. Sur son bureau, il y avait des relevés bancaires. Beaucoup. Mes virements mensuels étaient surlignés. Et à côté, il y avait une note manuscrite, contribution de L. Assez pour l'acompte sur la maison de campagne. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils utilisaient mon soutien financier comme argent de poche pour des luxes. J'ai pris une photo avec mon téléphone et je suis retourné dîner. Cette nuit-là, j'ai commencé à creuser plus profondément. J'avais accès à des ressources de jury comptabilité par l'intermédiaire de mon entreprise. J'ai engagé un détective privé. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Le rapport du détective est arrivé il y a 2 semaines. Il faisait 47 pages. Conclusion numéro 1, maman et papa avaient ouvert 3 cartes de crédit à mon nom au cours des 4 dernières années. Dette totale, 62 000 euros. Ils effectuaient les paiements minimums avec l'argent que je leur envoyais. Conclusion numéro 2, Marc avait contracté un prêt commercial en m'utilisant comme co-signataire. Je n'avais jamais rien signé. La signature était un faux. Montant, 132 000 euros. Conclusion numéro 3, la boutique d'Amélie était enregistrée sous mon numéro de sécurité sociale en tant que partenaire silencieuse. Toutes les dettes ou responsabilités commerciales me retomberaient dessus. Elle devait déjà 35 000 euros à ses fournisseurs. Conclusion numéro 4, mes parents avaient dit à la famille élargie que je contribuais à un fonds d'investissement familial qu'ils géraient. 6 parents avaient investi de l'argent, plus de 186 000 euros au total, croyant que j'étais le génie financier derrière tout ça. Mes parents en avaient dépensé la majeure partie. Ma cote de crédit avait chuté de 120 points. J'avais des avis de recouvrement que je n'avais jamais vus car ils étaient envoyés à une ancienne adresse, la maison de mes parents, où ils interceptaient mon courrier. J'étais assise dans mon bureau, les mains tremblantes, lisant page après page de documentation usurpation d'identité, fraude, falsification et ils avaient fait tout ça en me traitant de déception familiale. J'ai appelé mon avocat, puis mon jury comptable, puis le président de ma banque. Comment souhaitez-vous procéder, Madame Dubois, demanda mon avocat. Prudemment, dis-je, et complètement. Le texto est arrivé mardi dernier lors d'une réunion du conseil d'administration. Papa, réunion de famille ce dimanche, 14 h. Ne sois pas en retard pour une fois. Moi, c'est à quel sujet? Papa, ton attitude. Nous devons discuter de ton manque de contribution à cette famille. Je fixai mon téléphone, incrédule. Mon manque de contribution. Moi, je serai là. Dimanche arriva. Je me suis rendu chez eux dans ma vieille Clio, la voiture que je gardais spécifiquement pour les visites familiales. Ma vraie voiture, une Mercedes classe S, restait cachée dans le garage de mon immeuble. Je suis arrivé à 14 h précises. Tout le monde était déjà là, assis autour de la table de la salle à manger comme un tribunal. Marc à la droite de papa, Amélie à côté de maman, et une chaise vide pour moi. Léa, assieds-toi, dit papa. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Je me suis assise. Nous avons discuté, commença maman,
jetant un coup d'œil à un bloc-notes. En tant que famille, nous sommes inquiets pour ton avenir. Tu as 34 ans, célibataire, sans enfant, vivant dans cet appartement exigu. Je suis inquiet pour ton irresponsabilité financière, intervint papa. Tu gagnes bien ta vie, ou du moins tu le prétends, mais tu n'aides jamais cette famille. Pendant ce temps, ton frère et ta sœur contribuent tous les deux de manière significative. Marc hocha la tête. Je viens de payer pour leur nouveau toit. 16 700 €. Et j'ai couvert les virées shopping et les journées au spa de maman, ajouta Amélie. Ils utilisaient mon argent pour payer des choses et les présenter comme leur propre contribution. L'audace était à couper le souffle. Tandis que toi, continua papa en me montrant du doigt, tu ne fais que prendre. Nous t'avons élevé, payé tes études, donné toutes les opportunités. Et qu'obtenons-nous en retour? Rien. Juste de l'attitude et des excuses. Je vois, dis-je doucement. Nous avons décidé, dit maman, essayant de paraître douce, qu'il est temps de te donner une leçon à la dure. Tu dois apprendre la responsabilité, alors nous te coupons les vivres. Plus de soutien familial, plus de filet de sécurité. Tu es livré à toi-même jusqu'à ce que tu apprennes à contribuer comme une adulte. L'ironie était si profonde que j'ai failli éclater de rire. Me couper les vivres? De quoi, exactement, demandai-je. Des ressources familiales, dit Marc. De notre aide, de nos relations, de notre soutien. Et, ajouta papa en sortant un document, nous te demandons de signer ceci. C'est une reconnaissance formelle que tu dois à cette famille des années de soutien. Quand tu te ressaisiras enfin financièrement, tu nous rembourseras. Il fit glisser le papier sur la table. C'était une reconnaissance de dette de 46 500 €. Pourquoi, demandai-je. Tous les dîners, les cadeaux, la charge émotionnelle de gérer tes échecs, dit Amélie. Nous avons calculé. Je les regardais un par un. Les regardais vraiment. Mon père, portant la montre que je lui avais achetée pour son anniversaire, prétendant que je lui devais de l'argent. Ma mère, avec le sac de créateur que je lui avais envoyé pour Noël, disant que je ne contribuais jamais. Mes frères et sœurs, vivant dans des maisons que j'avais secrètement sauvées, me traitant d'irresponsable. Je sortis mon téléphone. Je ne signerai pas ça, dis-je calmement. Alors tu n'es plus la bienvenue ici, dit papa en se levant. J'ai fini de cautionner ton égoïsme. Tu es morte pour moi. Parle à mon avocat si tu veux contester cela. Maman ne me regarda même pas, ne nous contacte plus, Léa. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte, et je me suis retourné. D'accord, dis-je. Je suis retourné à mon véritable appartement, le Penthouse qu'il n'avait jamais vu. Je me suis assise dans mon salon, regardant les lumières de la ville. Puis j'ai passé les appels. Lundi matin, 8 h. Bureau de mon avocat. Expliquez-moi les options, dis-je. Jacques Martin, mon avocat, me représentait depuis 5 ans. Il m'avait aidé à structurer mes acquisitions d'entreprise, mes biens immobiliers, mes véhicules d'investissement. Il savait exactement ce que je valais et ce que je pouvais faire. Option 1, poursuite pénale. L'usurpation d'identité seule est un délit grave. Ajoutez la falsification, la fraude. Vos parents pourraient encourir une peine de prison sérieuse. Votre frère aussi. Option 2, recours civil. Poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, frais de réparation de crédit. Vous gagneriez tout et les détruiriez financièrement. Option 3, il sourit légèrement, celle que vous envisagez réellement. Retrait financier complet. Coupez tous les flux de soutien. Exigez le remboursement de toutes les dettes dont ils ignorent l'existence. Et regardez le château de cartes s'effondrer. C'est légal. C'est propre. Et c'est absolument dévastateur. Combien de temps leur faudrait-il pour le sentir? 48 heures. Pour un effondrement complet? 30 jours. Commençons. Premier appel, le président de ma banque, Richard Flaubert. Oui, le Flaubert de la tour financière Flaubert. Richard, je dois exécuter les protocoles de retrait sur tous les virements de soutien que j'ai décrits dans cette liste. Effectif quand? Immédiatement. De plus, je veux que vous appeliez personnellement les bénéficiaires dans exactement 48 heures.
Informez-les que le financement anonyme qu'ils recevaient a été définitivement interrompu en raison d'une violation des conditions par le bénéficiaire. C'est fait. Autre chose? Oui. J'aurai besoin de la documentation juricomptable de tous les comptes frauduleux ouverts à mon nom. Un dossier complet pour des poursuites judiciaires. Deuxième appel, ma juricomptable, Patricia Henry. Patricia, l'enquête familiale. J'ai besoin du rapport complet formaté pour un examen judiciaire. Tout. L'usurpation d'identité, les signatures falsifiées, la fraude à la carte de crédit, tout. Vous allez engager des poursuites? Pas encore, mais je veux que l'option soit prête. Troisième appel, le service juridique de ma société d'investissement. Je dois dissoudre toutes les sociétés écrans qui ont fourni un soutien anonyme aux personnes et entreprises suivantes. Quatrième appel, le détective privé. Une dernière tâche. J'ai besoin d'une surveillance continue des activités financières de ma famille à partir de maintenant. Je veux savoir au moment où ils réaliseront ce qui se passe. Le lundi soir, chaque filet de sécurité que j'avais secrètement placé sous ma famille était systématiquement retiré. Les paiements mensuels du prêt immobilier s'arrêtèrent. Le soutien pour les charges, disparut. Les paiements du leasing de la concession de marque que je couvrais par un fournisseur tiers, interrompu. Le fondé, investisseur providentiel, de la boutique d'Amélie, dissous. Les cartes de crédit à mon nom, signalées aux autorités avec une documentation complète de la fraude. Le prêt commercial falsifié, un avis de fraude déposé auprès de la banque. Et les 186 000 € que mes parents avaient pris à des parents en tant que fonds d'investissement familial, j'ai préparé un rapport détaillé pour chaque investisseur montrant exactement où leur argent était allé, la nouvelle cuisine extérieure de mes parents, leur croisière aux Caraïbes, la compte de leur maison de campagne. Puis j'ai attendu. Mercredi, 11h47. Mon téléphone sonna. Maman. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, 4 fois en 3 minutes. Puis un texto, Léa, appelle-moi tout de suite. J'étais en réunion avec le PDG d'une start-up technologique cherchant 14 millions d'euros en financement de série B. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué la présentation. Après la réunion, j'avais 23 appels manqués. Maman, papa, Marc, Amélie, quelques numéros que je ne reconnaissais pas. Ma messagerie vocale était pleine. J'ai écouté le premier message de maman, Léa, je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu dois réparer ça immédiatement. La banque a appelé. Ils ont dit que notre paiement hypothécaire a été rejeté. Rappelle-moi tout de suite. Le deuxième message, 3 heures plus tard, la voix de papa, Léa, ce n'est pas drôle. Nos cartes de crédit ont été refusées à l'épicerie. La banque parle d'une enquête pour fraude. Tu dois expliquer ce qui se passe. Le cinquième message, Marc, paniqué, Léa, qu'est-ce qui se passe, bordel? Le paiement du leasing de la concession a été refusé. Il menace de saisir tout l'inventaire, et un enquêteur est passé pour poser des questions sur un prêt que j'aurais prétendument co-signé avec toi. Appelle-moi. Le 10e message, Amélie, en larmes, Léa, s'il te plaît. Les comptes de ma boutique sont gelés. Il parle d'un enregistrement commercial frauduleux. Je ne comprends pas. S'il te plaît, rappelle-moi. Je les ai tous effacés. Jeudi matin, Richard Flaubert m'a appelé. J'ai passé les appels de notification comme demandé, dit-il. Votre mère m'a raccroché au nez. Votre père a exigé de parler à mon superviseur. Votre frère a menacé d'intenter une action en justice. Leurs comptes sont gelés en attendant une enquête pour fraude. Les cartes de crédit à votre nom ont été signalées. Les enquêteurs ont été informés de l'usurpation d'identité. Ça avance vite. Merci, Richard. Léa, dit-il prudemment, ils vont venir vous chercher. Vous comprenez ça? Je compte dessus. Vendredi après-midi, ils lui ont donné raison. J'étais dans mon bureau quand mon assistante m'a appelé. Madame Dubois, il y a 3 personnes dans le hall qui exigent de vous voir. Ils disent qu'ils sont de votre famille. La sécurité est avec eux. Faites-les monter. Et s'il vous plaît, enregistrez cette réunion, conformément au protocole de l'entreprise. Je me tenais à ma fenêtre, regardant la ville, quand la porte s'est ouverte. Ils se sont arrêtés sur le seuil, regardant fixement le bureau d'angle, la vue, la plaque nominative sur mon bureau, Léa Dubois, associée gérante, Dubois Capital Management.
Quoi? La voix de maman s'éteignit. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je en désignant la table de conférence. Ils s'assirent lentement, regardant autour d'eux comme s'ils étaient entrés dans une dimension parallèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Exigea papa. À quel jeu joues-tu? Aucun jeu, dis-je calmement. J'ouvris mon ordinateur portable et projetai des feuilles de calcul sur le grand écran mural. Voici mon entreprise, Dubois Capital Management. Nous gérons 2,1 milliards d'euros d'actifs. Je l'ai fondée il y a 7 ans. Marc se pencha en avant, plissant les yeux vers l'écran. C'est impossible. Tu es analyste. Je l'étais. Puis je suis devenu associé chez Flaubert Finance. Puis j'ai lancé ma propre entreprise. Je suis passé à la diapositive suivante. Voici ma fortune personnelle, 167 millions d'euros. La main d'Amélie se porta à sa bouche. Mais, commença maman, tu n'as jamais dit. Tu vis dans cet appartement. Tu conduis cette vieille Clio. Je vis dans un Pantouse sur le quai de Valmy. La Clio est pour les visites familiales. Ma vraie voiture est une Mercedes classe S, j'ai cliqué à nouveau. Cette prochaine diapositive montre chaque transaction financière que j'ai faite en votre nom au cours des 6 dernières années. On regarde? La feuille de calcul remplit l'écran. Ligne par ligne, paiement par paiement. Paiement du prêt immobilier des parents, 187 200 € soutien pour les charges, 26 640 € remboursement du prêt de Marc, anonyme, 167 000 € subvention pour l'entreprise d'Amélie, anonyme, 70 000 € paiement du leasing de la voiture de papa, 56 880 € prêt d'urgence, 35 700 € frais médicaux, 21 500 € soutien total fourni, 564 920 € La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Tu as. La voix de papa se cassa. Pendant tout ce temps, alors que vous me traitiez d'irresponsable, dis-je d'un ton égal. Alors que vous prétendiez que je ne contribuais jamais. Alors que vous me disiez que j'étais la déception de la famille. Je suis passé à la diapositive suivante. Voici la reconnaissance de dette que vous vouliez que je signe pour 46 500 € pour la charge émotionnelle. Le visage de maman était devenu blême. Et ça, j'ai cliqué à nouveau, c'est la documentation de la fraude commise contre moi. L'écran se remplit de relevés de cartes de crédit, de documents de prêt, d'enregistrements d'entreprise, tous à mon nom. Aucun n'a été autorisé par moi. Carte de crédit ouverte frauduleusement, 62 000 € co-signature de prêt falsifié, 132 000 € partenariat commercial frauduleux, 35 000 € de passifs non déclarés usurpation d'identité totale, 229 000 €, ce n'est pas, Marc se leva. Nous allions te rembourser. Avec quoi, demandai-je. L'argent que je vous donnais secrètement. Tu ne nous l'as jamais dit, s'écria Amélie. Comment étions-nous censés le savoir? Vous n'étiez pas censé commettre une usurpation d'identité, dis-je doucement. Cette partie aurait dû être évidente. Papa retrouva sa voix. Tu nous as délibérément caché ton succès. Tu nous as regardé nous débattre. Vous ne vous débattiez pas, je suis passé à une autre diapositive. Des relevés bancaires. Leur relevé bancaire. Voici l'activité de votre compte. Le mois où vous prétendiez être désespéré pour de l'aide hypothécaire, vous avez dépensé 7 400 € pour des vacances en Toscane. La semaine où vous disiez que vous étiez noyé sous les factures, vous avez acheté un îlot de cuisine extérieure de 3 250 €. Plus de diapositives, plus de preuves. Chaque fois qu'ils avaient prétendu être pauvres tout en dépensant mon argent de soutien pour des luxes. Et ça, dis-je en affichant le document final, c'est le rapport montrant ce que vous avez fait des 186 000 € que vous avez collectés auprès de parents en prétendant que je gérais un fonds d'investissement familial. Les 46 500 € de tante Carole, croisière aux Caraïbes, nouveaux meubles les 70 000 € d'oncle Thomas, acompte sur la maison de campagne, nouvelle voiture les 28 000 € de la cousine Jennifer, rénovation de la maison les 42 000 € de grand-mère Hélène, bijoux, vêtements de créateurs, j'ai préparé des rapports individuels pour chacun d'eux, dis-je. Montrant exactement comment vous avez dépensé leur argent tout en prétendant que j'étais l'experte financière qui le gérait. Maman se mit à pleurer. Nous allions les rembourser, un jour. Avec quoi, répétai-je. Vous n'avez aucune source de revenus. La concession de Marc est en faillite. La seule raison pour laquelle elle a survécu aussi longtemps, c'est parce que je couvrais ses paiements de leasing.
La boutique d'Amélie fonctionne à perte depuis le premier jour, ne survivant que grâce à la subvention que j'ai fournie. Et votre maison? Je paie le prêt immobilier depuis 6 ans. Papa se leva, s'appuyant sur la table. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Vous m'avez dit que j'étais morte pour vous, dis-je. Vous m'avez dit de ne pas vous contacter. Je ne fais qu'honorer vos souhaits. On ne le pensait pas, vous pensiez chaque mot. Je fermai mon ordinateur portable. Voici ce qui va se passer. Premièrement, tout le soutien que je fournissais prend fin immédiatement. C'est déjà arrivé lundi. Deuxièmement, j'ai déposé des rapports de fraude pour chaque compte illégal ouvert à mon nom. Des enquêteurs sont impliqués. Troisièmement, j'ai informé tous les membres de la famille qui ont investi dans votre faux fonds de l'endroit où leur argent est réellement allé. Ils intentent leur propre poursuite. Tu ne peux pas faire ça, dit Marc désespérément. Nous sommes une famille. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai pris un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies imprimées de leurs textos, de leurs demandes, de leurs insultes. Chaque, tu es une déception. Chaque, tu ne contribues jamais. Chaque commentaire dédaigneux depuis 6 ans. Voilà ce que vous m'avez dit, dis-je en laissant tomber le dossier sur la table. Voilà comment vous avez traité la personne qui vous maintenait à flot. Vous avez fait votre choix dimanche dernier. Léa, s'il te plaît. Maman se leva, tendant la main vers moi. Nous avons fait une erreur. Nous ne savions pas. Vous avez fait des milliers d'erreurs, ai-je corrigé. Vous avez commis une usurpation d'identité. Vous avez falsifié des signatures. Vous avez escroqué vos propres parents. Vous m'avez traité comme une ratée tout en me volant. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. La sécurité vous escortera dehors. Et le prêt immobilier, demanda papa désespérément. Les voitures? L'entreprise d'Amélie? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Cet homme qui était censé me protéger, qui avait plutôt volé mon identité et ruiné mon crédit. Je ne sais pas, dis-je. Mais vous trouverez une solution. Vous êtes des adultes. Vous êtes indépendants. Vous n'avez pas besoin du soutien de votre décevante fille. Vous vous souvenez? Marc tenta une dernière approche. Le fonds d'investissement familial. Nous devons réparer ça. Si tu nous aides à rembourser les parents, nous avouerons tout. Nous réparerons les choses. Non, dis-je simplement. Vous réparerez les choses avec vos propres ressources, ou vous ne le ferez pas. Ce n'est plus mon problème. Léa, s'il te plaît. Amélie sanglotait maintenant. Je vais tout perdre. Comme tu étais prête à me laisser tout perdre quand tu as enregistré ton entreprise sous mon numéro de sécurité sociale? Quand ces dettes me seraient tombées dessus, qu'est-ce que tu comptais faire? Elle n'eut aucune réponse. Au revoir, dis-je. Mon avocat vous contactera au sujet des poursuites pénales. Vous avez environ 72 heures avant que l'enquête n'avance. Je vous suggère de trouver vos propres avocats. La sécurité apparut à la porte. Madame? S'il vous plaît, escortez ces personnes hors du bâtiment. Elles ne doivent pas revenir. Je les ai regardées partir, maman en pleurs, papa tremblant, Marc et Amélie sous le choc. Puis j'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise à mon bureau et j'ai expiré. Mon téléphone vibra. Un texto de Richard Flaubert. La société de prêt immobilier les a appelés. La procédure de saisie commence dans 30 jours sans paiement. Je pensais que vous voudriez savoir. Je n'ai pas répondu. Les retombées furent immédiates et complètes. 72 heures après la confrontation, la maison de maman et papa est entrée en pré-saisie. Sans mes paiements mensuels, ils ne pouvaient pas couvrir le prêt. La banque a agi rapidement. La concession de voitures de luxe de Marc a vu tout son inventaire saisi lorsque le paiement du leasing a été refusé. La concession a fermé en 1 semaine. Le rapport de prêt falsifié signifiait qu'il faisait maintenant l'objet d'une enquête judiciaire. La boutique d'Amélie a vu ses comptes bancaires gelés en raison de l'enregistrement commercial frauduleux. Ses fournisseurs ont exigé le paiement immédiat des 35 000 € de factures impayées. Elle ne pouvait pas payer. Les parents qui avaient investi dans le fonds familial ont intenté une action en justice conjointe contre mes parents pour fraude et fausses déclarations. Le montant, 186 000 € plus les dommages et intérêts. 1 semaine, les enquêteurs m'ont contacté pour une déclaration formelle sur l'usurpation d'identité.
Je leur ai tout fourni, chaque carte de crédit frauduleuse, chaque signature falsifiée, chaque document que Patricia avait compilé. L'enquêtrice, une femme nommée Agente Martin, a regardé les preuves et a secoué la tête. C'est l'un des cas de fraude familiale les plus complets que j'ai vus. Ils ont fait ça pendant des années. Oui, dis-je. Et vous les souteniez financièrement pendant tout ce temps? Oui. Pourquoi? J'y ai réfléchi. Parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. J'avais tort. 2 semaines, Marc a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu par accident. Léa, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. L'enquête. Il parle de poursuite pénale. Je pourrais aller en prison. Tu as falsifié ma signature sur un prêt de 132 000 €, dis-je calmement. C'est un crime. J'étais désespéré. La concession était en faillite. Alors tu as commis une fraude. Nous sommes une famille. Tu n'arrêtes pas de dire ce mot. Je ne pense pas que tu saches ce qu'il signifie. Il se mit à pleurer. S'il te plaît, j'ai des enfants. Pense à ta nièce et à ton neveu. J'y pense, dis-je. Je pense à la façon dont tu étais prêt à détruire mon crédit, mon avenir financier, ma vie entière pour sauver ton entreprise en faillite. Quel genre d'exemple est-ce pour eux? Je te rembourserai, d'une manière ou d'une autre. Je trouverai un moyen. Marc, tu ne peux pas me rembourser. Tu n'as rien. Ta maison est à moi, j'ai remboursé le prêt. Ta concession a disparu. Ton crédit est détruit. Tu fais probablement face à des accusations pénales. J'ai fait une pause. C'est toi qui t'es mis dans cette situation. J'ai raccroché. 3 semaines, maman a envoyé une lettre. Une vraie lettre manuscrite livrée à mon bureau. Chère Léa, je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis désolé. Nous avons eu tort. Tellement, tellement tort. Nous ne t'avons pas vu clairement. Nous ne t'avons pas apprécié. Nous avons profité de ta générosité et puis nous t'avons reproché de ne pas en faire plus. La maison va être saisie. Ton père et moi déménageons chez sa sœur dans la Creuse. Marc et sa famille ont perdu leur maison. La boutique d'Amélie a fermé. Nos vies s'effondrent. Je ne te demande pas de réparer ça. Je sais que nous ne le méritons pas. Je te demande juste de comprendre que nous n'avons jamais voulu te blesser aussi profondément. Nous étions irréfléchis, égoïstes et cruels. Mais nous t'aimions. Nous t'aimons toujours. Si tu peux un jour nous pardonner, s'il te plaît, fais-le nous savoir. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai classé avec les autres preuves. 30 jours, l'enquête a abouti à des accusations, usurpation d'identité, fraude, falsification. Maman et papa risquaient jusqu'à 5 ans. Marc risquait jusqu'à 10 ans à cause du montant du prêt. Ils ont accepté un accord de plaidoyer de culpabilité, paiement de restitution, mise à l'épreuve, pas de prison s'ils pouvaient prouver qu'ils travaillaient activement pour rembourser leurs victimes. Le procès des parents s'est réglé. Maman et papa ont cédé leur police d'assurance vie, leur compte de retraite, tout. Ce n'était toujours pas suffisant pour couvrir la totalité des 186 000 €. Amélie a déposé le bilan. Les dettes de sa boutique ont été effacées, mais elle a perdu tout ce qu'elle avait construit. Mon crédit a été restauré. Les comptes frauduleux ont été supprimés. Ma cote est remontée de 120 points. Et j'étais assise dans mon bureau, regardant la ville, ne ressentant rien. Je suis à un gala de charité pour l'hôpital Necker-Enfants Malades. Mon entreprise a fait don de 1,85 million € pour leur nouvelle aile. Je porte une robe Dior et je parle de financement de l'éducation avec le gouverneur. Mon téléphone vibre. Un texto d'un numéro que je ne reconnais pas, c'est Marc. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, mais je voulais que tu saches que j'ai trouvé un travail. Manutentionnaire. 17 € de l'heure. C'est honnête. Je paie la pension alimentaire. Je reconstruis. Tu avais raison sur tout. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant. J'espère que tu vas bien. Je fixe le message un long moment. Puis je réponds, bonne chance. Pas de pardon, pas de réconciliation, juste une reconnaissance. Un autre texto arrive. Celui-ci d'Amélie. Mon thérapeute m'a suggéré de te contacter. Pas pour demander quoi que ce soit, juste pour dire que je comprends maintenant à quel point nous t'avons blessé.
Je travaille dans la vente. J'ai commencé à rembourser les fournisseurs que je devais. Ça prendra des années, mais je le fais. Tu méritais mieux de notre part. Je ne réponds pas à celui-là. Le gala continue. Quelqu'un me pose une question sur ma famille. Nous ne sommes pas proches, dis-je simplement, et je passe à autre chose. Plus tard dans la nuit, dans mon Penthouse, je regarde mes relevés bancaires. Dubois Capital Management a eu un autre trimestre record, 29 millions d'euros de bénéfices. Ma fortune personnelle a grimpé à 192 millions d'euros. Je pense à l'argent que j'ai dépensé pour soutenir des gens qui me traitaient de déception, aux années que j'ai passées à cacher mon succès pour éviter leur exploitation, au moment où ils m'ont littéralement dit que j'étais morte pour eux. Et je réalise quelque chose. Ils avaient raison sur un point. Cette version de moi, celle qui acceptait tranquillement leurs abus tout en les maintenant secrètement à flot, est morte. La femme qui reste est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui ne cache pas son succès ou ne se diminue pas pour mettre les autres à l'aise. Quelqu'un qui comprend que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est là pour vous, qui vous apprécie, qui vous voit clairement et vous aime. Quoi qu'il en soit, ma famille choisit mes partenaires commerciaux, mes vrais amis, mes mentors. Ils m'ont organisé une fête surprise le mois dernier quand j'ai conclu un accord de 84 millions d'euros. Ils m'ont célébré. Ils m'ont vu. Voilà à quoi ressemble vraiment une famille. Je reçois un dernier texto cette nuit-là, de papa. Je sais que tu ne croiras pas ça, mais perdre tout m'a appris quelque chose. Tu étais la personne la plus forte de notre famille. Tu l'as toujours été. Nous étions juste trop aveugles et égoïstes pour le voir. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste que tu saches que je te vois enfin clairement. Tu n'as jamais été la déception. C'était nous. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai effacé. Certains ponts, une fois brûlés, ne sont pas faits pour être reconstruits. Certaines leçons doivent être apprises dans le noir, seules, sans secours. J'ai fait mon choix ce jour-là dans leur salle à manger quand ils m'ont tendu cette reconnaissance de dette, quand ils m'ont dit que j'étais morte pour eux. Je me suis choisi. Et je ferai le même choix à nouveau. 1 an plus tard, Capital publie un article, Les 30 de moins de 35 ans, les nouveaux visages de la finance. Ma photo est en couverture. L'article détaille le taux de réussite sans précédent de Dubois Capital Management, mes stratégies d'investissement innovantes, ma fortune de 232 millions d'euros. L'article mentionne, je viens d'un milieu modeste et j'ai tout construit moi-même. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai eu de l'aide une fois. J'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'il ne faut pas faire de la part des personnes qui étaient censées m'apprendre ce qu'est la famille. Parfois, la meilleure éducation vient des pires professeurs. Mon téléphone ne sonne pas avec des félicitations de la Creuse ou des nouvelles adresses de mes frères et sœurs. Je ne m'y attends pas. À la place, mon partenaire commercial m'envoie un texto, un verre ce soir. On te célèbre. Ma meilleure amie appelle, je suis si fier de toi que j'en pleurais. Mon mentor m'envoie un courriel, tu as dépassé toutes les attentes. Bravo. C'est ma famille maintenant. Les gens qui ont vu mon potentiel et m'ont aidé à le construire. Les gens qui ont célébré mon succès au lieu de l'exploiter. Les gens qui ont été là. Je réponds par texto pour confirmer ma présence au dîner de célébration, et je ne pense plus du tout au passé.